d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement et aussi pour votre intérêt pour les travaux de l'Observatoire. Donc cette conférence de presse est organisée pour la publication de la 5e édition du rapport annuel et aussi pour vous informer de la tenue du conseil d'administration qui s'est passé le jeudi 19 décembre, donc où on a fait le bilan 2024 et on a présenter la feuille de route 2025. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer par vous présenter les réalisations 2024 ainsi que les enjeux pour 2025 qui constituent la feuille de route qui a été validée par le Conseil et nous enchaînerons par la suite avec les principaux résultats du rapport annuel et nous conclurons avec la séance de questions-réponses. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par un rappel du plan stratégique 2024-2026 qui s'articule autour de 3 axes qui sont la collecte, la fiabilisation et l'analyse des données pour le premier axe. Le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités et de l'efficacité organisationnelle. Et le troisième axe qui porte sur la communication, la coopération et la notoriété. Donc, dans le cadre de l'axe 1, l'Observatoire a entrepris plusieurs actions pour renforcer la légitimité de sa mission. Il a renforcé la collaboration avec les parties prenantes, notamment les ministères, les organismes publics et privés, ainsi que les partenaires internationaux, comme on va le voir dans la suite de la présentation, afin de consolider son rôle et obtenir un soutien élargi. Sous la présidence de Banque Maghreb, l'Observatoire est en mesure d'affirmer son indépendance intellectuelle. Cette autonomie lui permet de mener ses travaux de recherche et d'analyse sans subir d'interférences politiques ou économiques, renforçant ainsi sa crédibilité. Par ailleurs, conscient de l'importance de se baser sur des données récentes et rapidement disponibles, pour améliorer la pertinence des analyses, l'Observatoire a réussi à réduire les délais de réception et de traitement des données provenant des fournisseurs, comme on va le voir dans le rapport qui va être publié. Alors, comme on peut le voir sur le schéma, nous avons 2 facteurs qui impactent les délais de production du rapport. Un premier facteur qui concerne les délais légaux en raison de la nature des données exploitées, tels que ceux liés au dépôt des déclarations fiscales ou au bilan auprès de l'OMPIC. À cela s'ajoutent les délais liés à la mise en place des prérequis techniques nécessaires au traitement des bases de données reçues, seul aspect sur lequel on peut véritablement agir. Grâce à un partenariat renforcé avec nos fournisseurs de données, des améliorations graduelles ont été réalisées pour réduire le temps de traitement. Cette démarche a déjà été mise en œuvre pour les parties relatives à l'emploi, à la création, dissolution et à l'accès au financement pour l'élaboration des rapports des années précédentes. Et cette année, et grâce à la collaboration avec les équipes de la DGI, nous avons pu traiter les données de 2023 sur la démographie et l'économie, ce qui constitue un progrès significatif en termes de fraîcheur de données. Un chantier pluriannuel majeur, récurrent chaque année, est celui de la fiabilisation et la qualification des données. Le chantier de fiabilisation revient chaque année car la qualité des données nécessite un travail continu d'actualisation, de vérification et d'adaptation aux évolutions des besoins et standards en vigueur. Comme les années précédentes, nous avons continué les ateliers avec les groupes de travail nécessaires pour le renforcement de la compréhension et de la fiabilisation des données. Parmi les réalisations, nous avons l'automatisation des indicateurs démographiques et économiques avec la DGI et avec la CNSS, l'exploitation de la série de l'évolution du taux d'emploi des femmes depuis 2013. Ces avancées sont publiées dans le nouveau rapport, comme on va le voir. Alors, comme les années précédentes, nous avons continué les ateliers avec les groupes de travail nécessaires pour le renforcement de la compréhension et la fiabilisation des données. Parmi les réalisations, donc, nous avons, comme je l'ai déjà dit, donc, les indicateurs démographiques et économiques. On a aussi poursuivi le déploiement du programme de mise à jour du répertoire des entreprises afin d'éviter les problèmes liés à l'obsolescence des données. Ce répertoire offre une multitude de possibilités et de requêtages. C'est grâce à ce répertoire que nous pouvons répondre aux demandes des différents départements ministériels sur le paysage entrepreneurial marocain.
Afin de capitaliser sur les efforts engagés dans la fiabilisation des données, l'Observatoire a mis en place un mécanisme de restitution des données fiabilisées et enrichies à ses fournisseurs clés, notamment Banque El Maghreb, le ministère de l'Industrie, la CNSS et l'OMPIC. Et ce dispositif est opérationnel depuis 2022 et en 2024, nous avons intégré la DGI dans ce processus. Alors, en concertation avec les parties prenantes, nous avons enrichi la cartographie d'indicateurs. Ce processus a été facilité par des partenariats avec des organismes internationaux permettant de benchmarker et de s'inspirer des meilleures pratiques mises en œuvre ailleurs dans le monde. Ces efforts visent à garantir la pertinence et la qualité des indicateurs tout en renforçant la coopération internationale. Dans ce cadre, en collaboration avec l'OCDE et dans le cadre du projet DESC Maroc, on a pu tester et produire des indicateurs tels que le IHH qui sert à mesurer le degré de concentration d'un secteur dans le marché. De même, en collaboration avec la Banque mondiale, nous avons pu produire une liste d'indicateurs sur la densité, les entreprises à forte croissance, la productivité du travail, la productivité intra- et interentreprise, la productivité totale des facteurs ainsi que le taux de sortie réelle qui ont été publiés dans le rapport sur les dynamiques du secteur privé que nous avons présenté au mois d'octobre de cette année. Alors, on va passer aux publications de l'année 2024. Nous avons la 5e édition du rapport annuel que je vais présenter aujourd'hui. Nous avons la publication des rapports régionaux qui couvrent 9 régions du Royaume sur 12, à l'exception des régions du Sud. Alors, vous allez me dire pourquoi pas les régions du Sud, parce que tout simplement les données ne sont pas représentatives. Elles nécessitent des traitements supplémentaires. Et c'est prévu pour l'année 2025 de faire un pilote avec la région de Dakhla et de voir un peu tout l'écosystème qui produit des données sur les entreprises pour pouvoir faire une collecte qui sera représentative de la région. Alors, on a aussi le rapport sur les dynamiques de productivité des entreprises privées réalisé conjointement avec la Banque mondiale. Alors, le rapport en question est le premier du genre au Maroc à exploiter les données microéconomiques quasi exhaustives pour analyser en détail les dynamiques du secteur privé. Cette approche s'inscrit dans une tendance mondiale croissante visant à mieux comprendre les fondements microéconomiques de la croissance, un aspect souvent moins étudié par rapport aux analyses macroéconomiques et aux enquêtes traditionnellement utilisées au Maroc. Cette démarche a permis d'identifier les déterminants de la performance des entreprises qui seraient ensuite analysées en profondeur pour éclairer les interventions politiques. D'ailleurs, c'est un projet qui va continuer sur l'année 2025. Nous continuons ce chantier de collaboration à travers les sujets suivants. On va faire un focus sur les dynamiques sectorielles. On va aller plus en profondeur et en granularité sectorielle. Et on va faire l'analyse de l'impact de certaines interventions publiques, toujours en collaboration avec la Banque mondiale. Et j'en profite aussi pour vous parler d'un projet qu'on va faire en 2025 avec la Banque mondiale, qui s'appelle le Growth and Jobs, en collaboration avec le ministère des Finances, Banque El Maghreb et le HCP, pour des analyses approfondies sur 2 axes principaux qui sont le fonctionnement des marchés et des entreprises ainsi que les freins à la participation des femmes et des jeunes au marché du travail. C'est un projet qui s'appuie sur de nouveaux instruments analytiques combinant les données microéconomiques qui sont les données de l'OMT-PME sur lesquelles on travaille avec les enquêtes qualitatives et les analyses macroéconomiques. Le but est de produire des recommandations granulaires et de quantifier leur impact sur la croissance et la création d'emplois. On va passer à l'axe 2. Pour améliorer la qualité des données collectées, l'Observatoire continue d'intégrer des techniques avancées de traitement telles que le machine learning et le web scraping. Parmi ces réalisations notables, l'Observatoire a développé un algorithme de machine learning pour attribuer des catégories de chiffres d'affaires aux entreprises pour lesquelles aucune donnée n'était disponible. On a aussi travaillé sur l'amélioration de l'algorithme qui nous permet de faire les études sur l'entrepreneuriat féminin. C'est l'algorithme d'identification du genre à partir du prénom.
Et on est passé d'un taux d'identification de 77% en 2019, l'année où on l'a développé, à 87% en 2023. Sur un autre aspect, l'Observatoire s'engage également dans le développement des compétences de ses équipes dans ces domaines clés. Dans ce cadre, la Banque mondiale nous a invités à participer au Growth Academy 2024, co-organisé par l'Université de Chicago et de la Banque mondiale. Donc, il y a des collaborateurs de l'Observatoire qui ont participé à cette formation. On a également bénéficié d'un transfert de compétences des experts de la Banque mondiale donc sur le sujet de l'utilisation des modèles de productivité. Un autre aspect, comment on travaille, pour vous dire un peu comment on travaille, un système de tutorat est également instauré pour accompagner les nouvelles recrues, facilitant leur appropriation des méthodologies appliquées dans la production. On a aussi, en 2024, continué l'actualisation des bibliothèques partagées en interne, regroupant les différentes procédures, qui nous permet de suivre et de tracer toutes les modifications faites dans les bases de données. Alors, on va passer à l'axe 3, qui est l'axe de la communication et la coopération. Donc, l'Observatoire tient à maintenir une politique de communication ouverte et en constante évolution. Dans cet esprit, l'Observatoire répond aux sollicitations des médias de plus en plus nombreuses. Il publie des communiqués de presse, des déclarations officielles. On a aussi, cette année, mis des capsules vidéo présentant les principaux résultats de tous nos rapports. Ils sont publiés sur nos pages LinkedIn et sur le site web de l'Observatoire. Nous avons aussi réalisé un événement à l'occasion de la publication du rapport avec la Banque mondiale. On fait des conférences de presse à l'occasion de la publication du rapport annuel. Et on a participé à plusieurs panels avec l'IFC, la Chambre britannique de commerce, avec les Nations unies, avec pas mal d'universités. Et nous sommes aussi engagés sur les réseaux sociaux pour atteindre le grand public. Au niveau des collaborations nationales, on a beaucoup travaillé avec les directions de Banque Maghreb sur des sujets relatifs à l'accès au financement, à la stabilité financière et à la stratégie d'inclusion financière. Et en 2025, il est prévu de continuer ces chantiers avec Banque Maghreb et de mettre en place aussi un projet de veille dédié aux TPME et de réaliser des actions de présence de place donc avec la direction qui est concernée. Nous avons aussi beaucoup échangé avec le ministère de l'Investissement dans la mise en place d'un nouvel observatoire qui est l'Observatoire national de l'investissement. Et nous leur avons fait la proposition d'adhérer à l'Observatoire pour capitaliser sur les réalisations et sur le chemin parcouru par l'OMTPME. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'adhésion de ce ministère aux membres de l'Observatoire qui a été actée lors du conseil d'administration jeudi dernier. En 2025, nous continuerons à partager les expertises et nous proposons de cadrer les données relatives à l'investissement et de commencer le processus de collecte afin d'intégrer cette dimension dans nos bases et dans nos publications. Un autre projet national, c'est les auditions organisées par le Conseil économique et social dans le cadre d'un projet qui analyse les entreprises TPE et PE. Nous avons donc été invités à 2 auditions. La première audition, on a parlé des méthodes de classification des entreprises et des transitions des TPME entre 2018 et 2022. Et lors de la deuxième audition, on a discuté de la méthodologie et des résultats du rapport réalisé avec la Banque mondiale. Et c'était une audition conjointement avec la Banque mondiale. Une autre collaboration entre acteurs nationaux et internationaux, c'est avec le ministère des Finances et l'OCDE dans le cadre de l'établissement d'un bureau d'Est Maroc pour surveiller et analyser les développements économiques. On a participé au rapport de l'OCDE sur le Maroc qui a été publié en septembre 2024 à travers plusieurs ateliers de travail pour fournir des indicateurs sur la productivité des entreprises et pour aussi parler de toutes les avancées qui ont été faites au niveau de traitement et d'exploitation des données provenant des différentes administrations marocaines.
Donc on a aussi eu des discussions sur ce sujet et sur le rapport qui a été publié. On va passer maintenant à la coopération internationale. Donc j'ai déjà parlé de la coopération avec la Banque mondiale. Nous avons poursuivi les échanges et travaux avec les membres de l'Alliance pour la finance inclusive. L'Observatoire joue un rôle de leader sur les questions de données et nouvelles technologies au sein du SME Financial Working Group. Ces travaux sont devenus une référence pour les pays membres, les aidant à trouver des solutions aux défis liés au traitement et à l'exploitation des données. En 2025, nous continuerons nos travaux avec cet organisme et nous serons amenés à développer un toolkit intitulé SME and Women et SME Data, axé sur l'utilisation des données pour favoriser les écosystèmes financiers inclusifs et soutenir les femmes entrepreneurs grâce à des politiques basées sur les données. Sur le même type de collaboration avec une autre plateforme qui s'appelle le WeFeed, qui est le Women's Financial Inclusion Data. C'est un réseau de décideurs politiques de 12 pays représentés par des régulateurs financiers. Le WeFeed a identifié l'Observatoire comme un modèle de référence particulièrement adapté aux pays qui s'efforcent de centraliser les données provenant de diverses agences afin d'obtenir un diagnostic d'ensemble sur les TPME. Dans ce cadre, le WeFeed nous a invités à animer la réunion annuelle des champions WeFeed afin de présenter les avancées réalisées et d'explorer la duplication du modèle OMT-PME dans d'autres pays. Alors nous avons vraiment beaucoup de collaborations avec les institutions internationales telles que la BIRD, le CEGAP, l'IFC, la Chambre de commerce britannique, l'ONU, l'Université de Harvard. Bien sûr, par manque de temps, je ne peux pas citer tous les projets qui sont détaillés dans le rapport, dans la partie activité. Alors, les échanges avec ces organismes ont porté sur des thématiques sur le marché du travail, l'inclusion économique des femmes, la qualification des emplois, le dynamisme des entreprises et l'accès au financement. L'objectif est de renforcer la collaboration pour avancer sur ces thématiques en s'appuyant sur les expertises et analyses respectives des différentes institutions. En 2025, nous prévoyons de continuer ces échanges. Donc, je pense que j'ai fait le tour des réalisations qui ont été faites en 2025 et j'ai aussi parlé de tout ce qui est feuille de route 2025 puisque c'est des projets qui ont débuté en 2024 et que nous allons continuer. Donc, si vous le permettez, je vais passer à la partie présentation des résultats. Alors, cette édition, basée sur une approche analytique, couvre les années 2022 et 2023 et offre une perspective microéconomique détaillée sur l'évolution du tissu productif. Elle compare les périodes pré-Covid 2017-2019 et post-Covid 2022-2023. Nous avons mené 3 types d'analyses. L'analyse des parts sur la période 2017-2023 et leur évolution, le calcul des rythmes d'évolution avec une moyenne annuelle avant et après Covid, l'étude de l'évolution des effectifs entre 2017 et 2023. Ces analyses sont complémentaires et nous permettent de mettre en évidence les principaux changements qui ont marqué les entreprises formelles sur la période 2017-2023. Alors, en ce qui concerne la démographie des entreprises, l'effectif a connu une croissance moyenne d'environ 6% par an entre 2017 et 2021. Cependant, cette progression a ralenti avec des hausses autour de 3,3% en 2022 et 2023. La structure du tissu productif est restée globalement stable après la pandémie. En particulier, la part des micro-entreprises s'est stabilisée à 86,7% en 2023, après une croissance plus marquée de leur effectif en 2020 et 2021. Dans cette période, la part des entreprises dans le secteur de l'industrie manufacturière s'est maintenue à une moyenne de 6,5%. Le secteur tertiaire dans son ensemble a représenté une part de 70% en 2023, en hausse de 2 points par rapport à 2017. Sur le plan régional, on observe une légère déconcentration de l'activité économique entre 2017 et 2023. En effet, la part de la région de Casablanca-Stade est passée de 40% à 38% dans cette période.
Cette baisse profite notamment à la région de Tanger-Tétouan el-Hoceima, dont la contribution au total a légèrement augmenté. On constate également une tendance haussière du nombre des entreprises ayant adopté la forme juridique SARL à associé unique, avec des parts passant de 22% à 40%, expliquées par des procédures simplifiées et un coût plus réduit dans la création. Entre 2017 et 2023, nous avons une hausse des créations d'entreprises de 20%. La quasi-totalité des créations d'entreprises concerne les micro-entreprises. 5 secteurs, dont le secteur de l'information et communication et la santé humaine, ont vu leur niveau de création d'entreprises dépasser celui de la pandémie, d'avant la pandémie. Face à ce dynamisme dans la création d'entreprises, nous avons une évolution record des dissolutions de près de 50%. Alors qu'elle progressait d'environ 2% avant la crise, cette hausse a grimpé à 11% entre 2021 et 2023. Ce rythme s'est accéléré encore plus pour les entreprises de moins de 5 ans qui ont été particulièrement touchées. Ce chiffre serait encore plus élevé si l'on incluait les entreprises inactives qui représentent 8% selon notre étude menée conjointement avec la Banque mondiale. Entre 2017 et 2023, nous avons constaté une progression plus rapide des implantations dans la région de Tanger-Tétouan el-Hoceima, qui ont augmenté de 74%, et Marrakech-Safi avec une augmentation de 94%. S'agissant des dissolutions, l'évolution est plus prononcée dans les régions Souss Messa, Fes Meknès et Marrakech-Safi. Seules les activités spécialisées scientifiques et techniques ont réussi à réduire le rythme de leur dissolution après la pandémie. Alors, on va passer à l'analyse du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, où on constate que l'impact des crises successives a été inégal selon la taille des entreprises. Le graphique de gauche montre que le chiffre d'affaires, après avoir chuté en 2020, il a rebondi en 2021, malgré l'inflation qui était à 6,6%. En 2023, avec une croissance autour de 6%, on retourne à des niveaux proches des niveaux pré-Covid. S'agissant de la variable valeur ajoutée, sur le graphique, on observe qu'après la chute de 2020 et la reprise de 2021, la valeur ajoutée a continué à progresser de 8%, dépassant les rythmes d'évolution des années pré-Covid. Ces chiffres montrent la résilience du tissu productif face à la succession de crises. Toutefois, ce sont surtout les grandes entreprises qui ont tiré parti de cette augmentation, leur part dans le chiffre d'affaires passant de 63% en 2017 à 66% en 2023. Leur part dans la valeur ajoutée est de 68%. Cela illustre l'impact inégal de la crise et de la reprise économique, les petites entreprises étant à la fois moins résilientes et confrontées à des conditions de marché moins favorables. En ce qui concerne l'analyse de l'évolution sectorielle et régionale du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, la croissance de ces indicateurs traduit une reprise post-Covid encourageante, mais qui reste marquée par des disparités importantes entre les régions et les secteurs. Casablanca Stat reste le moteur économique national, concentrant 60% du chiffre d'affaires et 63% de la valeur ajoutée en 2023. Mais cette concentration est en légère baisse d'1,4 sur le chiffre d'affaires et de 0,5 points sur la valeur ajoutée. D'autres régions comme Tanger-Tétouan el-Hoceima montrent une dynamique remarquable. On peut aussi noter la forte dynamique post-crise de Rabat, Salé, el-Qneitra. Alors, sur le plan sectoriel, près de 72% du chiffre d'affaires total provient de 3 secteurs clés qui sont le commerce à 35%, l'industrie manufacturière à 24%, la construction à 12%. Près de 54% de la valeur ajoutée est générée par l'industrie manufacturière à 21%, le commerce à 21% et la construction à 11%. Alors, on va passer au crédit. On observe une évolution positive du crédit bancaire. On a analysé 149 000 entreprises, personnes morales actives non financières qui ont bénéficié de crédit, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à 2022. L'encours total de ces crédits a atteint 622 milliards de dirhams, enregistrant une croissance annuelle de 2%.
La région de Casablanca domine avec 63% de l'encours total des crédits. La région de Rabat suit avec 19%. Et les crédits se concentrent dans le commerce à 24%, la construction à 17% et l'industrie manufacturière à 16%. Les entreprises âgées de plus de 10 ans captent 76% de l'encours. Les TPME ont reçu 41% des crédits. Donc on va passer à l'emploi. Donc la première constatation est qu'il y a un rythme inégal de l'évolution de l'emploi post-Covid au plan régional et sectoriel. Entre 2016 et 2023, le nombre d'entreprises affiliées à la CNSS a augmenté en moyenne de 8% par an, mais ce rythme a baissé à 5% après la pandémie. Pendant cette période, le nombre de salariés déclarés a progressé de 5% par an contre 2% avant la crise, reflétant une meilleure formalisation de l'économie. Cependant, la croissance des emplois a ralenti dans le commerce et l'industrie après la pandémie. Malgré cette baisse, le commerce reste un secteur majeur, même si sa part parmi les entreprises déclarantes a diminué de 26% en 2016 à 24% en 2023, et avec aussi une légère baisse des emplois. Le poids de l'industrie dans l'emploi total a reculé, passant de 20% en 2016 à 17% en 2023. Malgré une croissance économique moyenne de 18% pour le secteur de l'hébergement et la restauration et 9% pour l'information et la communication dans cette période, leur part de l'emploi sont restées stables, en moyenne de 5% et 2% respectivement. Ces tendances traduisent une migration constante des travailleurs vers le secteur tertiaire. On est passé de 62% en 2016 à 67% des emplois en 2023. Entre 2016 et 2023, les TPME ont constitué le pilier de l'emploi, représentant en moyenne 73% des salariés. Cependant, elles font face à une évolution contrastée après la pandémie. Le rythme d'évolution en moyenne annuelle de l'emploi est passé de 9% avant la crise à 6% après cette crise. Contrairement aux GE, qui ont connu une progression plus significative en termes d'emploi, passant d'une moyenne annuelle de 7% à 15% post-Covid. Alors, on va passer à l'emploi des femmes, une participation limitée à 1/3 du salarié total, avec très peu de progression, puisqu'on a eu la possibilité d'analyser les données à partir de la date de l'année 2013, puisque la CNSS nous a permis de collecter ces données. Donc on était à 30% en 2013 avec une augmentation modeste entre 2013 et 2018, avant de stagner à 33% à partir de 2019. Ce qui reflète des difficultés persistantes par rapport à l'intégration des femmes pleinement au marché du travail. 59% du total des employés femmes ont perçu un salaire inférieur au SMIC, contre 53% pour les employés hommes. Et ces inégalités entre les genres sont aussi reflétées dans l'entrepreneuriat féminin. On a analysé 374 000 entreprises personnes morales et on a 15% de l'entrepreneuriat féminin. C'est un chiffre qui stagne depuis 2020. Le taux d'accès au crédit bancaire par les entreprises dirigées par des femmes n'a pas dépassé les 14,6% et la part des prêts dont elles ont bénéficié représente à peine 11,3% de l'encours total des crédits bancaires. Alors ce taux national de 15% est à peine dépassé dans les régions économiquement développées, telles que Marrakech, Rabat ou Casablanca. On est aux environs de 16%. En revanche, il est encore plus bas dans les régions de Bni Mellal, Khnefra et l'Oriental, où il est à 10%. Et à l'instar des années précédentes, l'entrepreneuriat féminin est particulièrement représenté dans la section de la santé humaine, l'action sociale, suivi des autres activités de service, dont la coiffure est portée par la coiffure et les soins de beauté, ainsi que l'enseignement. En revanche, les secteurs de transport et entreposage, les industries extractives et la construction enregistrent les parts les plus faibles avec des taux inférieurs à 10%. Donc j'ai terminé la présentation des faits saillants du rapport.
Donc, évidemment, nous ne pouvons pas aborder tous les indicateurs qui sont et analyses qui contient. Donc, je vous invite à le lire. C'est un rapport qui a été enrichi par les séries de 2017 à 2023. Donc, comme j'ai expliqué, on a essayé un peu de comparer les évolutions sur la période pré-Covid et la période post-Covid, qui a été aussi marquée par beaucoup de crises géopolitiques, la sécheresse, l'inflation, etc. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Merci. J'ai une première question, si vous permettez, Imen Bohrara, ecoactu.ma, une précision, plutôt une déclinaison par secteur en matière de dissolution. Quels ont été les secteurs les plus impactés, juste pour mesurer justement cet effet du Covid sur le tissu économique national? Merci. Bonjour, c'est Lim Abdelkhalak, la Nouvelle Tribune. J'aurais moi aussi une première question pour ouvrir l'échange. Est-ce que vous pensez que, en dehors bien sûr d'un gros nouveau choc comme le Covid ou la guerre en Ukraine, est-ce que vous pensez que au niveau du tissu entrepreneurial marocain, ça s'est stabilisé post-Covid et on est en train de voir la nouvelle norme dans les années à venir, bien sûr encore je précise, en dehors d'un tout autre choc, ou vous pensez que ça risque encore de varier, enfin qu'on a encore des conséquences de la période de Covid qui vont affecter en 2025 et 2026 le tissu entrepreneurial marocain? Merci. Bonjour, Marie Moazani, les Inspirations Éco. En fait, je voudrais plus avoir une précision par rapport aux analyses qui ont été faites sur le financement. Est-ce que les différents programmes déployés par le gouvernement ont été pris en compte, histoire d'avoir en fait de pouvoir mesurer l'impact sur le tissu entrepreneurial? Merci. Je vais commencer par la première question qui est les dissolutions par secteur d'activité. Ça, on a tout le détail, on a bien étudié. Je pense on peut même vous montrer un slide. Est-ce que tu as un slide qui est déjà prêt? Je pense qu'on a aussi bien au niveau régional, quelles sont les régions qui ont été le plus touchées et aussi les secteurs qui ont été le plus touchés et par catégorie aussi et par âge. Donc ça, on a bien détaillé ces ventilations. Oui, voilà. Oui, voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé les rythmes d'évolution des dissolutions entre 2017 et 2019. Ce rythme d'évolution annuel moyen, il était de 2%. Et on est passé à un rythme beaucoup plus élevé, qui est de 11%, je pense. Et on a calculé aussi ce rythme par secteur d'activité et par âge, et on a trouvé que les entreprises qui sont âgées de moins de 5 ans sont passées d'un rythme d'évolution de 2% à 17%, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors tout ça en nous concentrant sur les entreprises qui ont fait les démarches pour aller fermer administrativement leurs entreprises. Maintenant, on a fait aussi un travail qui a été publié donc, dans le rapport conjoint avec la Banque mondiale, où on a estimé le nombre d'entreprises qui sont inactives et qui restent dans le tissu productif et qu'on ne compte pas dans les dissolutions officielles. Et on a estimé qu'il y a 8%, voire plus, d'entreprises qui sont inactives pendant au moins 2 années consécutives, ce qui alourdit un peu plus les chiffres de la dissolution. Vraiment, l'impact Covid a été très fort, et l'impact des différentes crises qui ont suivi les années post-Covid a été très fort sur les dissolutions. Alors pour la deuxième question qui est est-ce qu'on pense que le tissu productif est stabilisé après le Covid? Donc on a eu les années 2020, 2021 qui ont été vraiment très impactés, comme on l'a vu sur le nombre de créations, sur le nombre de dissolutions, parce que d'une part, il y a eu la fermeture des tribunaux, donc on n'a pas pu voir toutes les dissolutions. Donc ça a été reporté un peu sur 2021. Comme on peut le voir dans les graphiques qui ont été présentés sur le chiffre d'affaires, l'évolution de la valeur ajoutée, il y a eu des chutes importantes en termes de chiffre d'affaires cumulé, en termes de valeur ajoutée. Ensuite, il y a eu des reprises.
Et on pense que l'année 2023, bon déjà, je ne sais pas si vous avez réalisé qu'on a analysé aussi le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée et la démographie en 2023, ce qui est une belle avancée avec nos partenaires fournisseurs de données, puisque les années précédentes, on était à N-2 sur ces indicateurs. On était à N-1 sur les indicateurs de l'emploi, de la dissolution, de la création et de l'accès au financement. Et cette année, avec vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de collaboration avec la DGI, on a pu analyser la démographie, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, ce qui donne un peu donc on est revenu, là en 2023, on est à des niveaux qui sont similaires au niveau pré-Covid. Le rythme d'évolution du tissu productif, le rythme d'évolution du chiffre d'affaires, on a même dépassé en termes de valeur ajoutée. Maintenant, est-ce qu'en 2025, est-ce qu'en 2026, on va continuer sur ces évolutions? On ne peut pas se prononcer puisqu'on n'a pas étudié comment se projette. Banque Maghreb l'a fait, d'autres institutions l'ont fait. Donc, ça va dépendre aussi. Il y a beaucoup de chocs externes qui viennent perturber le tissu productif. Donc, espérons que oui, qu'on sera stabilisé, qu'on aura même des évolutions. Alors, la troisième question concerne l'analyse sur les programmes de financement. Alors, les programmes de financement, non, on n'a pas analysé les programmes de financement. Il y a un ministère qui est dédié à l'analyse de l'impact de ces programmes de financement et d'autres programmes qui sont mis en place par l'État. Nous, ce qu'on étudie, c'est tout ce qui est les données qui proviennent du crédit bureau. Donc, puisque les banques ont l'obligation de rapporter tous les crédits au crédit bureau. Nous, on a accès à travers à ces données. Ce qu'on rajoute, l'intérêt de les avoir, c'est qu'on peut ventiler ces entreprises qui accèdent au crédit par différents axes, qui sont la catégorie d'entreprises, qui sont où se trouvent ces entreprises, donc les régions, quel âge ont ces entreprises, comme on a vu que c'est plutôt les entreprises matures qui accèdent le plus au crédit. Mais par contre, l'impact des programmes, bon, on peut en déduire, on peut déduire que l'impact de ces programmes par ce qu'on fait, mais il n'y a pas d'études spécifiques sur ça. Si vous permettez, lors de votre présentation, on a vu qu'il y avait une évolution assez importante de la forme juridique de la société, donc vers la SARL-AU, actionnaire unique. Est-ce que c'est une tendance à inscrire pour rejoindre ce que m'a dit ma consoeur, les programmes visant l'encouragement de l'auto-entrepreneuriat ou bien pour aller vers des données granulaires, ce sont des créations en dehors du processus d'auto-entrepreneur. Est-ce que vous avez une idée de ce que regroupe cette catégorie d'entreprises? Merci. Au fait, la SARL-AU, c'est un statut qui n'a rien à voir avec le statut auto-entrepreneur. Ce n'est pas du tout les auto-entrepreneurs. C'est juste un statut qui prend de l'ampleur chaque année. Donc, on l'a bien remarqué. On est passé de 22% à 40%. Mais le statut SARL classique reste majoritaire pour le moment. Mais je pense qu'avec le temps, il y a des avantages qui sont au niveau des frais au moment de la création. Il y a aussi possibilité pour une SARL de passer sous forme SARL-AU. Je pense qu'on a fait un encadré là-dessus que vous trouverez sur le rapport. Et il y a quand même une préférence nette des entreprises pour ce statut parce qu'il y a une simplification administrative et un coût plus réduit à la création. Mais ça n'a rien à voir avec le statut d'auto-entrepreneur, qui n'est pas étudié dans le rapport qu'on va publier aujourd'hui.
Bonjour, Kautsar Tali d'Aujourd'hui le Maroc. Vous avez souligné dans votre présentation que les difficultés persistent quant à l'intégration des femmes dans le tissu entrepreneurial. Est-ce que vous avez pu relever les principaux freins et est-ce que la crise sanitaire a accentué ces barrières-là? Alors, oui, effectivement, c'est triste, mais que ce soit l'évolution du salariat qui est déclaré à la CNSS ou l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment, ça stagne, il n'y a pas d'évolution. L'année dernière, on avait commencé ce travail de genre avec la CNSS. On a trouvé des chiffres qui étaient de l'ordre de 33%, donc un tiers de la base qui sont des femmes. Et on a voulu remonter dans le temps pour savoir est-ce que vraiment il y a une évolution ou pas. Donc ils ont fait l'effort de travailler avec nous sur les données à partir de l'année 2013, donc plus que 10 ans. Et comme vous pouvez le constater, on l'a affiché, la série de l'évolution de déclaration des femmes employées. Depuis 2013, elle a très peu évolué jusqu'en 2019. C'est des évolutions qui sont assez modestes. Et à partir de 2019, on est à 33% et ça ne bouge pas. Les explications, bon, il y a beaucoup d'organismes qui s'intéressent donc au genre, que ce soit des organismes nationaux ou internationaux. On est beaucoup sollicité sur ce point. Les explications, est-ce que c'est que j'ai pas d'explications voilà, qui ont été étudiées. Est-ce que c'est de la faute enfin, j'ai pas d'explication à part ce qu'on pourrait avancer, qu'on a une préférence peut-être pour les entreprises ont une préférence pour les hommes, ou peut-être aussi parce que d'un autre côté, on a fait des indicateurs sur les entreprises qui emploient des femmes, qui déclarent des femmes. Peut-être qu'on a aussi une hypothèse qui est les entreprises déclarent des hommes mais ne déclarent pas les femmes. Ils peuvent avoir des femmes dans l'effectif mais ne pas les déclarer. Et nous, on est sur de l'emploi déclaré, de l'emploi formel. La même chose pour l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, on a commencé à travailler en 2019. Et on a suivi un peu ça, mais la variation, elle est au niveau de la virgule. Donc il n'y a pas une vraie augmentation. Et même dans les régions où c'est des régions qui sont économiquement développées, le taux n'est pas particulièrement supérieur au taux national. Au niveau national, on est à 15%. Et sur des villes les plus développées, on est à 16-17%. Et sur d'autres régions moins développées, on est à 10%. Donc ça stagne. Faut qu'il y ait des programmes plus forts peut-être pour aider les femmes à trouver du travail et à intégrer l'entrepreneuriat féminin. Pour rebondir d'abord sur la question de ma collègue, je sais que ce n'est pas forcément dans vos prérogatives, mais vous-même, qu'est-ce que vous jugeriez être l'indicateur le plus préoccupant au niveau de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que c'est les 15% de femmes entrepreneurs, les 33% de femmes dans le marché du travail, ou la grande part de femmes en situation de sous-emploi? Quel serait, selon pour vous, l'indicateur qui est le plus préoccupant et qu'il faudrait peut-être adresser en premier? Et une deuxième question, vous avez bien présenté que cette année, vous avez fait beaucoup de travail en amont pour améliorer la collecte des données, la rapidité de la collecte et le nombre d'interlocuteurs auprès de qui vous récupérez de la donnée. Mais est-ce que vous avez observé peut-être aussi une évolution en aval, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau du rythme auquel on fait appel à l'OMT-PME, on vous demande vos données au niveau des différents ministères, des différents organismes publics, privés ou académiques? Est-ce que vous avez vu une amélioration à ce niveau-là? Merci. Alors, pour moi, les indicateurs, que ce soit sur l'emploi ou sur l'entrepreneuriat féminin, ils sont tous importants et indicatifs qu'il faut
Il faut vraiment prendre ce problème, essayer de trouver des solutions parce que, alors il y a deux moyens de subvenir à ces besoins, c'est soit travailler, soit faire une entreprise, donc les deux sont importants. Et puis voilà, il y a beaucoup de femmes, donc c'est la moitié de la population, que ce soit au Maroc ou ailleurs, donc c'est la moitié de la population, donc c'est un manque à gagner, ça on le sait. Donc c'est des chiffres qui sont inquiétants, aussi bien au niveau salariat qu'au niveau entrepreneuriat féminin. C'est inquiétant aussi pour l'accès au financement, parce que parmi les femmes qui réussissent à devenir entrepreneurs et qui sont 15%, il n'y a que 14,6% de cette population qui arrive à accéder à un crédit. Il n'y a que 11% de l'encours total qui a été dédié aux femmes. Donc c'est des chiffres qui appellent à une réflexion sur ce sujet. Il y a beaucoup de programmes politiques qui ont été mis en place, mais bon, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, l'impact n'est pas visible. Donc ça, d'un point de vue, pour moi, tous ces indicateurs et d'autres indicateurs qui sont dans le rapport sont importants à bien à les prendre et à les étudier et à essayer d'aller plus loin. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les organismes, que ce soit nationaux ou internationaux, qui nous demandent... Alors, je n'ai pas eu le temps de citer tous les projets sur lesquels on travaille, par exemple avec la BIRD et la Banque El Maghrib, avec laquelle on a commencé le cadrage d'un projet sur le We Finance Code, qui est un projet d'inclusion financière des femmes au niveau financier. Donc on nous demande de développer des tableaux de bord dynamiques sur ça. Enfin, ça rejoint aussi votre deuxième question. Est-ce qu'on nous sollicite? Je ne sais pas si vous avez vu dans ma présentation. Bon, j'ai essayé de ne pas être trop longue pour ne pas vous lasser. Et puis, vous allez avoir l'occasion de consulter le rapport de manière... enfin, à tête reposée, comme on dit. Et vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup de partenariats et on est très sollicité aussi bien au niveau national qu'international. La preuve en est, c'est que le ministère de l'Investissement vient d'adhérer à l'Observatoire. Il nous aide, il nous demande de l'assister dans la mise en route de cet observatoire de l'investissement. En fait, il y a beaucoup de convergence entre ces deux observatoires et le mieux, c'est de capitaliser sur les avancées qu'on a réalisées en termes de collecte de données, en termes de procédures, de process d'exploitation, de collecte, de travail. On est quand même reconnu comme étant une référence pour tous les organismes et plateformes de data qui essayent de dupliquer notre modèle sur d'autres pays qui sont en voie de développement, que ce soit l'Alliance pour la finance inclusive ou le WIFI, le Women Financial Data, Inclusion Data, et la Banque mondiale qui nous demande donc vraiment des collaborations. Donc ça fait 2 ans, on participe aussi à leur rapport trimestriel sur l'évolution de l'économie marocaine. Avec l'OCDE, on a participé au rapport sur le Maroc. Donc je pense qu'on prend de la place, que notre travail et notre valeur ajoutée est reconnue. Le Conseil qui s'est tenu le jeudi reconnaît notre travail, le valide, a validé la feuille de route. Voilà, donc c'est un processus qui est en route pour développer des outils d'aide à la décision qui permettent d'avoir une meilleure connaissance du tissu productif, de mettre en place des politiques publiques qui soient basées sur les données. C'est ce qui se passe dans les pays développés où maintenant toutes les décisions sont prises à partir de l'analyse des données, le data-driven. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper et sur lequel on ne peut pas... on ne peut pas dire qu'on va mettre en place des politiques sans regarder quels sont les chiffres qui correspondent à ce qu'on a dans les bases administratives. Bonjour, moi c'est Ben Hayoun, journaliste Le Matin. Moi, si j'ai bien compris,
il y a plusieurs indicateurs qui reflètent que l'économie ne va pas bien. Les dissolutions augmentent à 2 chiffres, les créations ralentissent, à peu près un taux divisé par 2. Et puis, il y a un autre indicateur qui est inquiétant, c'est la part des emplois dans l'industrie, qui ont diminué de 3 points, je crois. Outre, bien sûr, les obstacles à l'entrepreneuriat féminin. Donc, si vous avez plus de détails concernant donc, pourquoi les emplois regressent dans l'industrie, alors que le gouvernement annonce qu'il y a donc une politique d'industrialisation, d'accélération de l'industrialisation du pays, avec des annonces de lancement, de création d'industrie au niveau des pôles économiques du Maroc. Donc pourquoi donc, malgré tout ça, donc, la part de l'emploi dans l'industrie a diminué? Merci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a étudié l'évolution de 2017 à 2023. Bien sûr, l'industrie manufacturière a une importance capitale, aussi bien au niveau du chiffre d'affaires, comme on l'a vu, que dans la valeur ajoutée, que dans l'emploi. Donc, les programmes qui sont mis, dont vous parlez, c'est des programmes peut-être qui viennent d'être mis en place ou qui sont en tout cas récents. En tout cas, il y a une diminution du nombre d'employés dans le secteur, dans tout le secteur secondaire, pardon. Et c'est une tendance que l'on voit, puisqu'on a une tendance à ce que le secteur tertiaire a augmenté par rapport au secteur secondaire et au secteur primaire. C'est dû au fait qu'il y a une migration des populations vers les villes, donc on a beaucoup plus d'emplois. Même l'emploi dans le commerce a baissé, il a légèrement baissé. Donc moi, je n'ai pas d'explication particulière à donner, c'est des constats. Il faudrait les regrouper et les croiser avec les différents programmes qui ont été mis en place et faire le point sur chaque programme en allant plus dans la granularité des emplois. Je donne un exemple. Il y a un programme qui a été mis pour le secteur de l'industrie manufacturière. Il faut prendre les chiffres du secteur de l'industrie et les décortiquer, aller plus en granularité, regarder ce qui se passe de manière à trouver des correspondances entre un chiffre qui est en baisse et un programme qui a été mis en place. Ça s'appelle faire le point et évaluer la politique qui a été mise en place. Nous, ce n'est pas notre mission. On pourrait le faire éventuellement. On a l'intention de le faire sur certains programmes dans l'étude de la productivité avec la Banque mondiale au cours de l'année 2025. On ne va pas le faire seul, on va le faire avec le ministère des Finances et avec le HCP et Banque El Maghreb. Donc nous, on n'a pas, j'ai pas de réponse par rapport à, parce que c'est pas notre mission d'évaluer les politiques qui ont été mises en place. Nous, on offre des outils, des instruments qui vont permettre de mettre en place une politique publique en ayant en tête tous les chiffres, voilà, c'est un éclairage sur le diagnostic du tissu productif et ce qui se fait ailleurs et ce qui est conseillé de faire dans ce type de processus, c'est de s'arrêter par étapes et d'analyser l'impact de la politique, ne pas attendre de finir, si c'est un programme sur 3 ans, ne pas attendre la fin des 3 ans pour faire l'évaluation. Faire des évaluations périodiques qui permettent aussi d'ajuster le programme, de se dire est-ce que ce programme donne des résultats positifs et comment je peux l'améliorer en améliorant le ciblage, en améliorant certains points. Donc, c'est arranger le programme en cours de parcours en fonction des données qui arrivent, en fonction des résultats qui sont publiés. Voilà. Alors, aussi, il faut comprendre qu'on a analysé
comme j'ai dit au départ, 3 types d'indicateurs ventilés par plusieurs axes d'analyse. Les 3 types d'analyse. Donc, il y a la part. La part, elle est dépendante des autres parts, du comportement de toute l'économie. Quand je prends un secteur et que je dis que sa part a diminué, cela ne veut pas dire que l'effectif de l'emploi, par exemple, si je prends l'indicateur emploi, ne veut pas dire que l'effectif a diminué. Tous les effectifs, on a affiché quelques graphes avec des effectifs. Pratiquement tous les effectifs de 2017 à 2023 ont augmenté. La part de l'industrie a diminué ne veut pas dire que l'effectif entre 2017 et 2023 a diminué. Il y a aussi la deuxième analyse, c'est l'évolution. C'est-à-dire que si j'avais 2% d'évolution avant le Covid, est-ce que je vais avoir plus ou moins après le Covid? C'est l'analyse qu'on a fait. Et quand on dit que ça a diminué, c'est aussi en rapport à ces rythmes d'évolution annuels. Quand on dit que la dissolution était de 2%, le rythme d'évolution de la dissolution a augmenté chaque année de 2% avant Covid et que je suis passée à 11% après Covid, c'est le rythme d'évolution. En termes d'effectifs, on est passé de 20% à 50%, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez, il y a plusieurs analyses qui se complètent pour pouvoir donner un avis sur qu'est-ce qui se passe réellement. Donc il y a eu des augmentations d'effectifs, il y a eu vraiment d'importantes augmentations d'effectifs, et après les parts, c'est aussi dépendant des autres secteurs, des autres régions. La part, elle n'est pas à prendre de manière intrinsèque. Voilà.